Alors, j'ai sélectionné un certain nombre de questions. Je vais... ouais, bonjour à tous, je vous vois tous arriver là, merci, vraiment. Vous venez un peu de partout d'ailleurs. J'essaie de remonter ça. Ouais, merci. C'est tellement chouette de vous voir arriver d'un peu de tous les pays. Ça aussi, pour moi, c'est fondamental. Alors qu'on ne peut plus voyager aujourd'hui, c'est tellement bon de vous savoir arriver de partout. Bonjour Delphine, bonjour Béatrice, bonjour Mireille, bonjour Alix, merci vraiment. Bon allez, c'est parti. Oui, moi aussi je vous envoie plein de cœurs, je les vois tous arriver ces cœurs. Alors, première question, on va commencer soft par mon plat et mon dessert préféré. Le temps de vous laisser arriver, j'arrive avec ça. Alors, côté cuisine, je vous le dis tout de suite, c'est très salé pour moi. J'adore tous les plats donc salés. Je suis pas très sucrée, mais j'aime tout ce qui est salé. Et voilà, je suis très faible avec le ventre, très faible. Je pense que mon plus grand cerveau est dans mon estomac, mon plus petit cerveau est là-haut. Donc oui, côté cuisine, c'est clair que je suis très faible, et je suis très faible depuis presque ma naissance, donc ma mère s'en souvient encore. Donc effectivement, là-dessus, j'ai 1000 plats, je peux pas vous en citer un. Et côté dessert, j'en aime beaucoup moins, je suis pas très sucrée. Mais mon gros faible va vers la tarte aux fraises. J'ai vu passer la tarte aux fraises de ton fils, Delphine Trével, qui m'a l'air d'être un grand chef, ou un futur grand chef. En tout cas, il a déjà toute mon admiration. Et sinon, ma grosse faiblesse, c'est les gâteaux libanais. Vous savez, j'ai des amis au Liban. Et là-bas, je mange des gâteaux libanais qui me font absolument craquer. C'est des petits gâteaux un peu au miel, aux amandes. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment mon péché mignon. Alors, trêve de plaisanterie, je ne vais pas vous parler... de moi et de mes goûts, mais je vois qu'il y a beaucoup de questions sur des sujets personnels. Alors je les ai un peu écartés, je dois dire, mais voilà, je voulais commencer par quelque chose d'un un peu plus soft. Alors on y va. Faut-il mettre des objectifs quand on écrit ou est-ce selon l'inspiration? Moi je me mets des objectifs, mais pas de la pression, c'est-à-dire que je me dis pas je dois écrire un livre en 6 mois ou en 1 an ou j'en sais rien. Non, j'ai pas de pression de mon éditeur. Je sais jamais si je vais écrire un autre livre. J'ai écrit un premier, je pensais que ce serait le seul. Puis j'ai écrit le deuxième. Voilà, il y aura probablement un troisième. J'ai très envie, en tout cas, je suis déjà dans un troisième. J'ai très envie d'en écrire un troisième, mais je me mets pas un objectif de temps, non, jamais. Parce que je sais aussi que écrire, c'est passer par des moments de procrastination, c'est passer par des moments d'avoir peur de la feuille blanche, c'est passer par des moments où je me mets à écrire et puis il se passe rien. C'est aussi ça l'écriture. Et puis avec des moments magiques aussi où finalement, petit à petit, les choses se mettent en place et puis vous savez pas pourquoi, tout émerge. Et après, écrire un livre, pour moi, c'est être dans le livre avec les personnages pendant tout le temps de l'écriture. Ça peut durer plusieurs mois. Et j'aime ça aussi parce que, comme vous me le dites souvent aussi, je m'attache terriblement à mes personnages. Et généralement, voilà, quand j'ai fini un livre, je dois aussi libérer ces personnages pour qu'ils viennent à votre rencontre. Donc c'est aussi ça. C'est une partie de soi qui va vers les autres aussi. Donc écrire un livre, c'est pas un objectif pour moi. Je me mets pas d'objectif. Par contre, c'est vrai que ça peut m'arriver aussi de me dire, dans ma tête, par exemple, là j'ai commencé, me dire, voilà, j'aimerais que le grand brouillon, c'est-à-dire la première phrase jusqu'à la fin soit finie, peut-être d'ici la fin de l'année, ça c'est ce que j'aimerais. Voilà, c'est un peu l'objectif personnel que je me mets, mais je ne me mets pas un objectif où j'ai pas d'objectif ou de pression de la part des autres, sinon ça c'est impossible. Alors, un leitmotiv ou un mantra qui t'aiderait ou qui te booste en cas de coup de mou. Alors ça, il y en a beaucoup. Je suis très citation parce que je trouve que dans les citations, des fois souvent courtes, m'aide beaucoup à me rappeler que voilà, des fois une phrase suffit à redonner un coup de fouet. Et moi, il y en a une qui m'aide énormément dans tout ce que je fais. C'est une phrase de Nelson Mandela qui dit « Cela semble impossible jusqu'à ce que tu le réalises », jusqu'à ce qu'on le fasse en fait. La citation exacte, c'est « Cela semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Et je trouve que c'est très juste parce que quand on commence quelque chose, bien souvent, on se dit qu'on va jamais y arriver, que c'est une montagne énorme et qu'on va jamais la dépasser. Et ça m'aide énormément, effectivement, de me dire que, oui, même les choses d'avant, j'avais peur d'y aller, j'avais peur de les faire, mais finalement, ça semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse.
Donc, pour répondre à cette question, oui, c'est sans doute un des mantras une des citations qui m'aide le plus. J'ai pas de mantra particulier, mais je lis beaucoup de citations, comme vous le savez. D'ailleurs, c'était une des questions, je crois qu'il y a un petit peu plus loin, sur les citations, qui est est-ce que je les prends à la fin de mon livre ou au début de mon livre? En fait, je les prends tout le temps. J'aime en lire régulièrement, un peu tous les jours. Et voilà, ça m'aide aussi à voir les choses des fois un petit peu autrement. Pourquoi a-t-on si peur du changement, même si on a identifié le pourquoi? Alors, on rentre dans des lives qu'on a fait. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, les questions que j'ai relevées, les questions même par la suite que j'ai relevées, sont des questions vraiment profondes qui nécessiteraient presque un live à chaque fois. Merci pour ça, parce que ça permet d'aller creuser plus loin. Donc, pourquoi a-t-on si peur du changement, même si on a identifié le pourquoi, donc même si on a identifié la motivation? Ça, c'est une vraie bonne question, parce que le sujet, c'est qu'à la seconde où on va vers le changement, on va vers l'inconnu. Et donc, naturellement, tout ce qui est lié à l'inconnu nous fait peur. Tout ce qui va vers l'inconnu nous fait peur. Et pourquoi? Parce que l'émotion de la peur, vous vous rappelez, c'est une émotion qui alerte d'un danger. Et à partir du moment où on est dans l'inconnu, notre système de défense voit immédiatement le danger. Donc à partir du moment où on va vers le changement, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où on va vers le changement, notre système de défense nous alerte qu'il y a un potentiel danger derrière. Comme vous le savez, la peur, 92% de nos peurs, c'est une invention du cerveau, une invention des films qu'on va se faire. Sauf que, comme le cerveau ne fait pas de différence entre les réels et l'imaginaire, on l'a déjà vu, mais qu'est-ce qui se passe? Notre système de défense va penser que si on va vers le changement, on pourrait se mettre en danger. Donc immédiatement la peur arrive et elle est saine. Elle est normale et elle est saine. Donc à chaque fois qu'on va aller vers le changement, qu'est-ce qui va se passer? On va ressentir cette émotion de peur avec des degrés de plus en plus forts ou de moins en moins forts, si tant est qu'on essaie simplement d'écouter le message de la peur qui est « Ok, il y a un danger potentiel parce que je ne connais pas, parce que c'est une nouvelle situation, c'est un changement de job, c'est une nouvelle relation sentimentale, c'est un changement de maison, voilà, quel que soit le changement de votre vie, quel que soit le changement de ce que vous mettez en place, quel que soit le projet, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, il y a cette réaction de peur qui arrive. Et elle est normale. Donc, pourquoi a-t-on si peur dans le changement? Parce que notre système de défense est tout le temps en réaction par rapport à ça. Mais dès qu'on écoute la peur, qu'est-ce qu'elle nous dit, la peur? Tiens, potentiel danger, de quoi j'ai peur? Eh bien, dès qu'on met la lumière sur cette peur, on se rend compte que la peur, c'est aussi un booster pour évoluer. Parce que la peur nous annonce non seulement le danger, mais aussi que si on passe à l'action, on peut dépasser ça et grandir. Donc, d'un côté, on connaît notre zone, ce qu'on appelle la zone de confort, et de l'autre côté, aller vers le changement, même si on le ressent au fond de soi, d'aller vers le changement, c'est naturellement quelque chose qui nous oblige à sortir de cette zone de confort, de notre connu, pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas par essence. Même si on a les différents degrés, même si on a calculé les risques, etc., il y a toujours une part de risque pour nous, sinon il n'y aurait pas de dépassement de soi, il n'y aurait pas de changement réel. Donc le message de la peur, c'est aussi que quelque chose d'important est en train d'arriver. Vous allez vous rendre compte que quand vous faites quelque chose qui est important pour vous, qui vous dépasse, par exemple, moi ça m'est arrivé de faire des conférences, au début j'étais pas à l'aise du tout en conférence, et j'avais peur, et d'ailleurs j'ai toujours le trac, il y a toujours une partie de moi qui a le trac, mais qu'est-ce qui se passe? La peur est aussi là pour nous booster, pour nous permettre de respirer plus rapidement, pour nous permettre c'est ça le trac, de ventiler plus fort, de mettre en route notre cerveau de façon plus alerte, etc. Donc la peur, c'est aussi un booster pour dépasser aussi ce qui a du sens pour nous. Parce qu'à chaque fois qu'on va faire quelque chose d'un petit peu différent, naturellement on va avoir cette peur, mais cette peur c'est à la fois un danger, mais c'est à la fois pour nous rappeler qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer pour nous. Moi, chaque fois que je sens de la peur, je me rappelle de ça. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se jouer pour moi à ce moment-là. Et ça, c'est fondamental de le comprendre parce que on se fait allier avec la peur. Déjà, quand elle nous annonce un danger, c'est quand même une superbe alerte. Et puis d'autre part, de nous expliquer que finalement, il y a quelque chose, oui, de différent qui va nous permettre de la dépasser, qui va nous permettre de vivre quelque chose de plus important pour nous, de quelque chose qui a du sens.
Voilà, j'espère que je réponds à cette question. Alors, si l'autre me permet de me connaître par projection de ce qu'il me renvoie, n'avons-nous pas le choix alors de percevoir le regard de l'autre, soit comme un jugement, soit comme une source de découverte de soi? Dans le premier cas, on a envie de s'en défaire. Dans le second, pas forcément, car on ne considère pas le regard de l'autre comme un jugement. Qu'en pensez-vous? Et ma dernière question, pensez-vous que moins nous nous jugeons nous-mêmes, moins nous jugeons les autres? Ah oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, effectivement, on avait fait ce live sur le regard des autres et que j'expliquais que le regard des autres, il faut savoir s'en défaire à partir du moment où ils n'ont pas tous les éléments, parce que vous le savez bien, quand vous vous lancez dans quelque chose, peu de gens ont tous les éléments de ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez dépassé, de là où vous en êtes au moment où vous le faites. Et c'est en ça qu'il faut se détacher du regard des gens et de ce que les gens peuvent vous dire par rapport à ça. Mais là où je rejoins cette personne, j'ai pas noté les prénoms, j'en suis désolée de ces questions. Et puis il y en a certains qui voulaient rester anonymes, donc je respecte ça. Mais là où je rejoins cette personne, c'est qu'elle dit qu'effectivement, le regard de l'autre peut être aussi bénéfique en prenant les bonnes choses de ces personnes-là. Et moi, je dois dire que le regard des autres est fondamental à bien des égards. Et quand je parle des autres, c'est peut-être une poignée de gens autour de moi. Des gens sur qui vraiment j'ai une totale confiance, qui savent tout de moi, ou en tout cas énormément de choses de moi, et qui ont tous les éléments pour porter leur regard sur ce que je suis en train de faire. Et ça m'aide terriblement parce qu'on a tous des doutes, on a tous des moments où on ne sait pas trop vers quoi aller, on ne sait pas trop si on prend les bons chemins, si c'est vraiment ce qu'on veut au fond de nous. Et même si on le ressent, des fois d'avoir un regard de quelqu'un d'extrêmement bienveillant, ça aide énormément à dépasser ça. Moi, j'ai un grand confident qui est mon frère, j'ai aussi des amis très très proches, mais mon grand confident, c'est mon frère. Et il sait tout de moi depuis que je suis née, parce qu'il a 1 an de plus que moi, donc il sait tout de moi. Et voilà, je me confie beaucoup parce que je sais que même si son regard va me bousculer certaines fois, je sais qu'il va le faire avec une telle bienveillance, avec l'envie vraiment de me faire avancer et pas du tout de critiquer quoi que ce soit. Son regard va être, même s'il me plaît pas à ce moment-là, parce que c'est pas ce que j'ai envie d'entendre, mais son regard va me permettre de changer d'angle de caméra plutôt que de voir toujours de la même façon, et ça va me permettre d'avancer. Donc oui, absolument, j'en ai peut-être pas parlé assez dans le regard de l'autre dans le live, mais je suis absolument d'accord avec ce que dit cette personne. C'est se détacher du regard des autres, de la critique, des gens qui n'ont pas tous les éléments pour juger, et de l'autre côté, s'appuyer sur des gens, des amis chers, sur qui on peut compter, qui ont toujours un regard bienveillant et à jamais quelque chose qui vous détruira ou qui fera du mal. C'est vraiment ce besoin-là. Et pour la deuxième partie de cette question qui était... pensez-vous que moins nous nous jugeons nous-mêmes, moins nous jugeons, ou moins on se sent juger, pardon. La question c'est, pensez-vous que moins nous nous jugeons nous-mêmes, moins on se sent jugé? Ça, je suis absolument d'accord avec ça. À partir du moment où on lâche un peu le jugement sur soi-même, et on lâche cette récurrence tout le temps à critiquer, à se comparer, etc., naturellement, on le fait moins avec les autres. Donc ça, c'est vraiment un point absolument important. Essayez simplement d'observer sans juger, parfois simplement d'être factuel, ça nous permet d'avancer soi avec soi. Voilà. Alors, une autre question. Le live précédent évoquait le regard des autres, mais comment faire avec celui que l'on porte sur soi, meurtri par un passé maltraitant? Comment s'aimer? Merci par avance. C'est tout un travail, évidemment. C'est un travail, j'allais dire, d'apprentissage, mais aussi de désapprentissage. Parce que le problème, c'est que on est tellement incarné par tout ce qu'on a appris, par tout ce qui nous a été inculqué, que ce soit par notre éducation, nos parents, mais aussi à l'école, le regard des autres copains, etc., etc. Et puis les normes aussi. Je discutais avec une mère, une coachée qui a un enfant qui est assez fort. Et évidemment, le regard de cet enfant à l'école est traumatisant pour cet enfant. Et voilà, il faut se départir, donc désapprendre tout ce qui nous a été appris. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas garder les grandes bases qui sont nos fondamentaux, et ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter, loin de là. Il y a tellement de choses qui nous servent aujourd'hui et qui nous font du bien, mais c'est désapprendre aussi toutes ces croyances, tous ces automatismes qui finalement ne sont pas les nôtres, mais ceux de ce qui nous ont entourés.
Et puis apprendre, c'est apprendre à savoir qui l'on est. On en a déjà parlé, mais c'est vraiment fondamental. Encore une fois, on a tous nos boulets d'enfance, on a tous nos problèmes, et il y a des enfances qui sont même dramatiques face à d'autres, bien sûr. Et quand je lis la question meurtrie par un passé maltraitant, évidemment que la maltraitance fait partie de ces horreurs que certains enfants subissent. Et je dis pas que c'est simple, mais le sujet c'est que on a tous nos boulets, et si je vous demandais individuellement ce que vous avez vécu, on serait tous surpris de voir qu'on a tous des boulets très lourds. Apprendre à s'aimer, c'est tout un chemin d'apprentissage et de désapprentissage, et apprentissage à être face à soi, avec soi. Quand j'ai écrit « Respire, le plan est toujours parfait », évidemment que j'ai pesé mes mots, parce que le plan est toujours parfait. Il y en a beaucoup qui me diront « Non mais le plan n'est pas parfait pour moi, je vis l'enfer, c'est pas parfait ». Et en même temps, on est exactement ce qu'on est, parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu. Aussi dur que ce soit de l'entendre, et je me le dis à moi aussi, j'ai pas forcément eu une enfance toute rose, mais je vais pas rejeter tout ça. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que j'en fais, et qu'est-ce qui fait que, parce que j'ai vécu ça, je peux grandir et inspirer les autres, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu depuis des années avant moi, et puis il y en a d'autres qui le vivront après moi. Mais si petit à petit, on devient inspirant avec ce qu'on fait, avec nos échecs, avec nos peurs, avec nos chutes, eh bien naturellement on va inspirer les autres. Donc c'est pas si simple, mais je crois que c'est un travail d'apprentissage et de désapprentissage. Je suis pas sûre que désapprentissage soit un mot français, c'est comme caméléonisé, il faudra vérifier quand même, mais vous me comprenez, c'est ça qui compte. Alors parfois, quand quelque chose me tracasse, je me mets à cogiter pendant des heures. Alors attendez, là j'ai une alerte sur mon téléphone qui me dit « Oh là là, plus de batterie ». Donc là j'ai un petit souci parce que la batterie est en dessous le téléphone, que j'ai dû mettre dans l'autre sens. Je vous explique mes problèmes techniques, alors on va essayer comme ça. Et toujours. Ok, bon, alors là je ne peux plus tenir mon téléphone, ça fait partie des aléas du direct. Donc on va faire autrement. Je vais essayer de le mettre comme ça. Et vous allez me dire si vous voyez toujours. Décidément, ce direct est folklorique. Bon, je ne vais pas le tenir pendant tout le truc non plus. J'essaie de mettre un verre d'eau devant, je ne sais pas, un truc qui pourrait le caler. Normalement, j'ai un pied, mais il se cale dans le sens horizontal. Donc, comme là, il ne veut pas aujourd'hui, on va le faire comme ça. Bon, je vais le tenir en attendant quelques temps. Et je reprends mes questions. Qui étaient... parfois quelque chose qui me travaille, je me mets à cogiter pendant des heures et je n'arrive pas à faire redescendre la pression, mes pensées s'agitent, je suis en boucle et je ne trouve pas de solution à mes problèmes. Alors ça, c'est vraiment une question effectivement très importante parce qu'on a beau dire prendre du recul. Le problème, c'est qu'effectivement, quand on se met à cogiter dans nos pensées, on n'arrive plus à les maîtriser. Elles ont tendance à se cristalliser, elles ont tendance à être sans cesse en boucle et on n'arrive plus à les canaliser. Alors, face à ça, j'aimerais vous dire qu'il y a deux sujets. Le premier, c'est que bien souvent, on s'invente des situations. Et 92% de nos peurs, comme je le disais tout à l'heure, sont en fait une invention, un film qu'on se fait soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien souvent, on se crée des situations. Par exemple, ici, on pourrait se dire, si mon entreprise avec le coronavirus fait ça, si ceci, si j'attrapais le coronavirus, si mes enfants n'étaient pas protégés, si ceci, si cela. Et avec des si, on se construit nos propres scénarios. Et ces propres scénarios-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on cogite autour de ça alors que ce n'est pas la réalité. Le problème dans tout ça, c'est que notre cerveau ne fait pas différence entre le réel et l'imaginaire. Et plus on se crée des scénarios, plus notre cerveau y croit. Et comme il y croit, on y croit. Donc, le vrai point face à ces pensées, c'est déjà de clarifier si c'est une vraie situation ou si ce n'est pas la vraie situation. Ça, c'est le premier point. Parce que, encore une fois, face à des problèmes, bien souvent, on est complètement armé pour dépasser ce problème. On est complètement armé, on a toutes les ressources. Et on a toutes les ressources en nous pour vivre ce qu'on a à vivre. Par contre, on n'a pas toutes les ressources pour vivre ce qu'on n'a pas encore à vivre.
C'est les scénarios qu'on est en train de faire. Parce que plus on crée ces scénarios, plus on se rend compte que finalement, ça nous demande des ressources qui sont au-delà de nous. Et à force d'anticiper, par ces pensées multiples, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se crée des situations qui n'existeront jamais, pour 99% de ces situations créées, et pourtant, on se demande, et c'est pour ça qu'on a peur, des ressources qu'on n'aura pas. Alors que les situations réelles, qu'est-ce qui se passe? Dans ces situations réelles, on a tout à fait la possibilité, grâce à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a traversé, parce que ça ne nous arriverait pas si on n'avait pas les ressources pour le faire, eh bien on va trouver en nous ces ressources-là. À ce propos, d'ailleurs, j'aimerais aussi ajouter que bien souvent, on cherche des solutions quand on a réellement le problème, parce que c'est vrai qu'on peut avoir aussi un deuxième cas de figure où il y a des pensées qui tournent en boucle parce qu'on a un réel problème et on ne trouve pas la solution. Et là, j'aimerais partager cette histoire, vous connaissez peut-être, c'est l'histoire d'un homme qui cherche ses clés sous un lampadaire. Et puis un passant qui arrive et qui lui dit « Mais qu'est-ce que vous cherchez ?»« Je cherche mes clés, j'ai perdu mes clés. » Et il cherche sous le lampadaire, et le halo de lumière, et puis il cherche, mais il ne trouve pas les clés. Donc le passant lui dit « Mais vous êtes sûr de les avoir perdues ici ?» Parce que là, vraiment, la surface est pas une grande surface, et clairement, vos clés ne sont pas là. Et là, il y a la première personne qui dit « Non, je ne suis pas du tout sûre, je pense même que je ne les ai pas perdues là, mais au moins là, c'est éclairé. » Et cette analogie à cette histoire, moi, elle m'a beaucoup marquée parce que bien souvent, on cherche des solutions à un problème alors qu'on a la tête dans le guidon, la tête dans le problème et qu'on ne prend pas assez de recul. On cherche toujours au même endroit avec le même problème et on répète constamment les mêmes erreurs. Alors qu'il suffirait simplement d'aller chercher un peu dans le noir et trouver d'autres solutions pour s'éclairer dans cette partie noire. Et des solutions, il y en a plein. C'est d'aller chercher en fait dans cette partie en nous qu'on croit noire, mais en fait qui est remplie de lumière, d'aller chercher dans notre esprit, d'aller chercher dans notre âme, d'aller chercher d'autres façons de voir la lumière, et une lumière qui n'est pas une lumière virtuelle comme celle d'un lampadaire, mais une lumière intérieure qui va vous donner exactement le bon chemin de ce que vous avez à vivre. Et bien souvent, on délègue ça à de l'extérieur, à des gens extérieurs, à des lumières extérieures, qui ne sont pas forcément des lumières d'ailleurs pour nous, mais qui ont tendance, sur lesquels on a tendance à s'appuyer parce que c'est plus simple pour nous. Mais c'est exactement la même image. Donc pensez-y, parce que bien souvent vos problèmes ne sont pas si graves que ça. Alors, je ne parle pas des graves problèmes, il y en a quelques-uns évidemment dans la vie, des choses horribles, mais c'est combien de pourcents de notre vie? Heureusement, pas beaucoup. Heureusement, très très peu, parce que sinon ce serait invivable. Donc, face à ces 99,9% de faux problèmes ou de petits problèmes qui nous pourrissent la vie, eh ben, on peut changer notre caméra d'angle, on peut aller chercher notre lumière en nous, une lumière qui est bien plus grande que celle qu'on va trouver à l'extérieur. Alors, on est déjà à 18h, on va pousser un peu avec les problèmes techniques, il y a tellement de questions. Mais parfois, quand on est nous-mêmes, on est repoussé, on peut parfois être authentique et l'autre peut continuer à vouloir nous voir autrement. Alors ça, c'est une vraie bonne question aussi. La réalité, c'est que si vous êtes repoussé pour ce que vous êtes, c'est pas grave. C'est que vous n'êtes pas en face de la bonne personne et que vous serez aimé pour ce que vous êtes. Vous n'avez pas à changer ce qui est confortable pour vous, pas confortable, pardon. Vous n'avez pas à changer ce qui vous plaît en vous, ce qui a du sens pour vous et ce qui est aligné avec vous. La seule chose que vous avez à changer pour grandir, c'est ce qui vous gêne, ce qui vous fait du mal. Mais si on vous dit non, mais tu dois changer parce que je te veux comme ça, c'est qu'on vous aime pas. C'est qu'on vous aime pas pour les bonnes raisons. C'est qu'on vient en carence vers vous. C'est qu'on vient en carence vers ce qu'attend l'autre de vous. Mais quand on aime quelqu'un, on ne lui demande pas de changer, on lui demande d'être juste lui-même et de le laisser se révéler. Ou alors, ça peut ne pas vous convenir. Vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui ne vous convient pas. Et c'est pas grave non plus, ça fait pas d'elle une mauvaise personne, une personne qui a moins de valeur. Ça fait juste quelqu'un qui vous convient pas dans cette situation de vie actuelle. Donc, ne vous transformez pas pour devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Parce que vaut mieux être aimé par peu de personnes, mais pour ce que vous êtes vraiment, plutôt que par un tas de personnes, uniquement parce que vous vous êtes caméléonisé. Vous avez bien aimé ce terme, donc je le reprends. Vous vous êtes caméléonisé, vous vous êtes rendu
à l'image de ce qu'on attend de vous. Non, c'est pas bon ça. C'est pas bon parce que vous serez jamais aimé pour ce que vous êtes. Mais voyez aussi que dans cette question, et c'est l'erreur qu'on peut faire aussi quelquefois, c'est qu'on a l'impression que l'autre attend de nous qu'on change ou qu'on soit différent. Et parfois, c'est simplement notre interprétation aussi, et que l'autre peut ne pas attendre, ou peut nous faire des critiques et autres quelquefois. Mais la réalité, c'est que ça nous arrange aussi parfois de se faire croire que l'autre attend de nous autre chose. Donc voyez bien ces deux balances, c'est non, il ne faut pas changer ce que vous aimez en vous et ce qui a du sens et ce qui... Restez fidèle à qui vous êtes. Et ça nécessite le vrai chemin d'apprendre à se connaître. Parce que bien souvent, l'autre facette, il y a toujours deux faces, c'est ça m'arrange que finalement on me demande d'être d'une certaine image parce que moi-même je ne sais pas comme je suis, donc à la limite je vais être à l'image de ce qu'on me demande. Ça m'évitera l'effort d'aller savoir qui je suis vraiment. Donc vous voyez, c'est très très important de ne pas s'arranger, de ne pas se mentir pas se mentir à soi-même. Si vous avez travaillé sur vous, vous savez exactement ce qui a du sens pour vous, ce qui est important pour vous, et face à une nouvelle rencontre, par exemple un ami ou un petit ami, enfin peu importe, on vous demande de changer parce que ça leur plaît pas, c'est plus votre problème. Vous n'avez pas à devenir ce qu'on attend de vous. Par contre, si vous le devenez simplement parce que ça vous évite d'aller chercher ce qui est en phase avec vous, là ça pose un problème. J'ai un exemple précis d'une personne qui me disait oui mais moi le problème c'est que tu vois si je m'écoutais j'aimerais briller davantage, j'aimerais être un peu plus expressive etc. Mais j'ose pas parce que quand je le fais quelque part en face on me renvoie le fait que je prends trop de place etc. Mais en fait ce qu'on renvoie en face c'est ce que l'autre ne sait pas faire. Donc ça ne vous concerne pas, c'est le problème de l'autre. Pour vous donner un exemple par exemple, soyez vous-même parce qu'en vous privant de votre lumière, du fait de briller, du fait d'être vous-même, vous privez le reste des gens qui vont vous aimer pour ce que vous êtes vraiment. Et ça, ne l'oubliez jamais parce que c'est fondamental. Vous serez toujours aimé au plus profond de vous par des gens qui sont en phase avec vous. Si ceux qui ne sont pas en phase avec vous, qui ne résonnent pas de la même façon, vous rejettent, ça n'a aucune importance parce qu'on est 7 milliards sur Terre et vous n'aurez pas le temps de rencontrer tout le monde. Et je vous garantis qu'il y a des milliards de personnes qui sont prêtes à vous rencontrer pour ce que vous êtes. Voilà, je continue un peu. Quelle limite... Ouais, ça aussi c'est super. Quelle limite entre penser à soi et être égoïste? Donc quelle limite, quelle différence et quelle limite entre penser à soi et être égoïste? Là, j'aimerais reprendre l'analogie du masque à oxygène dans l'avion parce que si vous commencez, alors qu'il y a un problème de dépressurisation dans l'avion, à mettre le masque à tout le monde et pas vous mettre votre masque à vous, vous allez mettre le masque peut-être à 1, 2, 3 personnes et puis vous allez y rester. Si vous ne vous prenez pas le temps de vous remplir vous-même, si vous ne prenez pas le temps pour vous aimer profondément, pour vous connaître profondément, pour avancer profondément avec vous, jamais vous pourrez renvoyer l'amour. Vous allez toujours aller en carence vers les autres, parce que vous allez mettre le masque aux autres, mais en carence de votre oxygène. Vous allez glaner un peu d'oxygène chez les autres, mais très vite, 2-3 masques et c'est fini. Alors que si à l'inverse, vous avez une source intarissable en vous, et c'est ça, penser à soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est penser à soi, pour se remplir de soi, remplir de cet amour, pour pouvoir le partager non plus à 2 ou 3 personnes, mais le partager à l'humanité tout entière. Et je crois qu'il y a une vraie grosse différence, effectivement, entre penser à soi et être égoïste. Écouter ses besoins, écouter ce qui a du sens pour nous, évidemment que c'est fondamental pour pouvoir aider les autres et être au mieux avec les autres. Si moi je passais 24 heures de mon temps, ou même 18 heures de mon temps à n'aider que les autres, qu'est-ce qui se passerait? Je serais fatiguée, je m'oublierais complètement et très vite, au bout d'un moment, je pèterais un câble en me disant non mais attends, je peux plus écrire pour les autres, je peux plus les coacher, je peux plus les aider parce que j'ai plus d'énergie. Donc c'est bien cette balance entre me faire du bien, me connaître, prendre du temps pour moi, me reposer, écouter mes besoins et qu'à ce moment-là, quand je suis face à un coaching ou quand je suis face à une entreprise ou quand j'écris, je peux être complètement alignée et en amour de moi vers les autres pour pouvoir donner le meilleur. Et ça, c'est fondamental. Donc vraiment, oui, il y a une grande différence entre penser à soi et être égoïste. Et penser à soi, c'est pas être égoïste. Maintenant, effectivement, quand on fait les choses que pour soi, on s'aperçoit déjà qu'on a du mal à être dans la joie, parce que la joie, c'est toujours connecté à un état de présence et un état de partage aussi. C'est évident que
bah voilà, la grande limite, elle est vite détectable. À partir du moment, enfin moi je le vois quand j'écris par exemple, ou quand j'accompagne des gens, ou quand naturellement je le fais dans une envie profonde de partage, dans une envie d'avancer avec les autres et de me construire avec les autres. Et c'est dans ce partage qu'effectivement je trouve mon bonheur. Comme aujourd'hui, vous me remerciez de votre présence et vous me remerciez avec tout ce que vous m'amenez comme commentaires, par vos gentillesses, vos gentils messages. La réalité, c'est que c'est ensemble qu'on avance et ensemble on co-construit, ensemble on partage des choses. Même si c'est moi qui parle là dans ce direct, il y a tous vos commentaires qui m'atteignent, que je lis toujours après les lives et qui me font grandir. Donc je veux donner, mais finalement je reçois de la même façon. Et c'est ça. Donc oui, penser à soi, c'est fondamental. L'égoïsme, c'est vraiment ne faire les choses que pour soi, tirer toujours la couverture à soi, et c'est vraiment deux choses très différentes. Même si il y a aussi encore cette éducation judéo-chrétienne qui peut y avoir derrière, qu'il faut tout faire pour les autres, tout donner aux autres. C'est pas vrai, on peut pas s'en sortir comme ça. C'est cet équilibre qu'il faut trouver. Et c'est un équilibre vraiment à trouver. Alors il y en a tellement. On continue un peu. Vous restez encore un petit peu avec moi. Alors, question, je me rends compte que je ne crois jamais les gens qui me trouvent une qualité, j'ai une très mauvaise estime de moi, une idée pour réussir à remonter ça. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, nous avons tendance un peu à trop croire ce que nous avons entendu de notre enfance, et le vrai sujet pour nous, c'est que souvent c'est tout blanc ou tout noir. Je suis timide, donc je reste timide. Non, c'est je suis timide et je suis en chemin pour arriver à ça. Je suis trop grosse, ou je suis trop maigre, ou je suis trop ceci, ou je suis trop cela. Et on a tendance à se dire, c'est tout blanc ou tout noir. Et je crois que c'est l'erreur. C'est qu'en réalité, il n'y a pas de tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas de tout blanc ou tout noir, c'est toujours en évolution. Alors, comment remonter ça ? Je crois que, déjà, ce qui peut aider, je vous en ai peut-être parlé, c'est peut-être de lister ce que je suis, de lister la façon dont je me vois, et même ce qu'on me renvoie. Par exemple, admettons qu'on me dise, voilà, toi on peut me dire, toi t'es super généreux. Et en face, immédiatement, le système de défense, ah bah oui, mais c'est normal d'être généreux. Non, c'est pas normal. Voyez que quand vous listez une qualité, ou qu'on vous dit quelque chose, parce que là j'entends cette dame qui dit, bah voilà, quand on me renvoie un compliment, je le prends jamais. Observez ce qu'on vous renvoie, prenez-le, et puis de voir, vous, le plus justement possible, ce que vous êtes. Par exemple, pour l'exemple de la générosité, où elle disait aussi à un moment, on vous dit, ah bah ouais, t'es vraiment très bonne dans ce que tu fais là, bravo, t'es très forte dans ce que tu fais. Et elle m'expliquait que souvent, je dis, bah oui, mais moi, c'est facile de faire ça, donc non, je suis pas meilleure que les autres. Observez qu'en réalité, vous êtes peut-être très bonne à ça, et que ça vous a demandé des années et des années pour arriver à ça. Et le plus vous serez lucide sur là où vous en êtes, le plus vous pourrez continuer à vous améliorer de ça. Exemple de la générosité. On vous dit, ah non mais toi t'es vraiment très généreuse, merci, je suis très touchée. Ah ben non, c'est normal d'être généreux. Non, observez que peut-être qu'une personne vous l'a dit, peut-être 10 personnes vous l'ont dit. Si vous calez cette générosité en vous disant, effectivement, moi je mettrais quoi sur ma générosité ? Aller de 0 à 10, je peux dire que effectivement, quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu plus centrée sur moi, et puis après ceci, cela, mais je suis arrivée peut-être à 7 ou 8 sur 10. Très bien. Je suis à 7 ou 8 sur 10. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour améliorer peut-être à 8, parce que ça c'est une valeur pour moi qui a du sens, la générosité, le fait d'être en phase avec les autres, le fait d'être empathique avec les autres, le fait d'aider les autres. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer d'un point encore, plutôt que de me dire, ah ben non, ça c'est facile, je suis généreuse depuis que je suis née. Non, qu'est-ce que je pourrais faire ? Et vous allez voir que on n'est pas 0 généreux ou 10 généreux, on est peut-être sur un chemin de générosité. Et puis on n'est pas tous les jours généreux, et tous les jours pas généreux. Non, il y a des moments où on l'est moins. Donc voyez ce curseur qui peut complètement aider à sans cesse améliorer ce qui est bon pour nous et ce qui a du sens.
Voilà, bah écoutez, j'ai dépassé un petit peu, mais il y a encore 1000 questions, donc ce qu'on fera, parce qu'il y a vraiment encore plein de questions hyper intéressantes, ce qu'on fera, c'est que je referai un live questions-réponses la semaine prochaine, j'en ferai peut-être un autre sur les thèmes, mais on va continuer ces questions-réponses parce que vraiment, je trouve que effectivement, ça permet d'aller creuser et vous m'inspirez énormément. Voilà. Prenez soin de vous, c'est toujours un immense plaisir de vous lire, c'est toujours vraiment, vous savez, quelqu'un me disait, mais merci pour tout ça, en fait c'est moi qui vous remercie, parce qu'à chaque fois qu'on donne ce qu'on est, à chaque fois qu'on partage ce qu'on est, c'est une immense joie, et chaque fois que je fais ces lives avec vous, chaque fois que je lis vos commentaires, j'ai une joie profonde parce que je me rends compte qu'on continue à avancer ensemble malgré cette période qui est un peu compliquée. Bon, là, on va petit à petit se déconfiner, mais se déconfiner, on le sait bien que ça va pas être un retour à la normale comme avant. Donc voilà, merci vraiment à tous pour votre présence, pour votre qualité tout le temps de partage, de bienveillance, malgré tous les problèmes techniques qu'on peut avoir, malgré le côté un peu bancal du truc, mais ouais, je suis très touchée à chaque fois. Donc prenez soin de vous, vraiment. Vous êtes tous des êtres d'exception, même si vous ne le savez pas toujours, même s'il y a des moments où vous doutez. On doute tous, on est des êtres humains. On fait de notre mieux, mais si on fait de notre mieux, on est au bon endroit. Et déjà, c'est une marche énorme. C'est une marche énorme d'être qui l'on est. Donc 1 millimètre par 1 millimètre, prenez le temps de voir votre valeur. Vous avez une valeur inestimable. Et c'est trop dommage de priver l'humanité de ce que vous êtes. Alors continuez à avancer d'1 millimètre, 1 millimètre. On se tient la main. Sachez qu'on se tient la main pour toujours. Vous savez que quand on croise nos routes, une fois, on la croise pour toujours. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. Et voilà, probablement mercredi, on se fera un autre live, peut-être pour la suite des questions-réponses, on va voir. Je vous tiens au courant. Je vous embrasse de tout mon amour. À très bientôt. Je lis les petits commentaires de la fin, mais... Ouais, c'est vous le cadeau, vraiment, merci à vous. C'est vous qui me remplissez d'amour. Ouais, vous êtes exceptionnel, vraiment. Ouais, prenez soin de vous. Ouais, bon week-end aussi à toi, Patricia. Merci, Maryse, d'être là pour moi aussi. Merci pour vos commentaires sur mes livres, évidemment, je les lis tous les jours. C'est un bonheur absolu. Je ne peux pas imaginer qu'ils vous fassent autant de bien. Merci. Merci aussi. Merci vraiment. Si je savais appuyer sur la bonne touche pour vous envoyer milliers de cœurs, je le ferais. Je vous envoie tout mon amour. On se revoit vite. Alors Monique qui me demande quand est-ce qu'on se revoit, bah écoute, probablement mercredi. Mercredi, je vais faire un live. Je crois que c'est nécessaire parce qu'il y a encore plein de questions. Alors mercredi, ok, on se refait un live sur la suite des questions. Mercredi 17h30, un live sur la suite des questions. À très bientôt les amis. Je vous embrasse fort. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume